Nous sommes le 17 mars 2013 à Saint-Germain-en-Laye et nous sommes aujourd'hui avec Randall Sinaïli. Ah bah, bonjour Randall, donc on l'a constaté, tu es guitariste et musicien, et toute ta vie a été marquée en fait par cette exploration, on peut dire, de la voix de la guitare, hein, qui t'a mené en fait à beaucoup d'explorations différentes en tant que musicien de studio, musicien dans un groupe, compositeur. Donc tu as exprimé la musique donc, à travers ta guitare, en jouant, mais aussi en l'enseignant. Donc il y a tout un travail pédagogique que tu as fait, qui était assez innovateur, qui t'a fait réfléchir à comment transmettre aussi en fait cet art de la musique. Et tu es allé plus loin, tu t'es intéressé aussi à l'aspect thérapeutique, donc l'effet des sons, etc. Alors est-ce que tu pourrais nous dire, donc avant qu'on aille dans ces différents aspects de ton travail, de ton cheminement de vie finalement, qu'est-ce qui t'a mené au départ à la musique et à la guitare, et qu'est-ce qui pour toi est peut-être l'essence qui te fait vibrer encore après tant d'années de cheminement avec la guitare? Mon environnement familial. J'ai été sensible à la musique dans mon souvenir mnémique. À l'âge de 4 ans, 5 ans, j'écoutais énormément de musique. À la maison, nous avions un poste de radio énorme, avec des grosses basses, ça vibrait et tout, comme on avait beaucoup de familles en fait. Et j'étais fasciné, attiré par le son. Alors je regardais derrière, je voulais savoir comment ça se passait, je ne comprenais pas pourquoi il y avait toutes ces voix, tous ces sons, toutes ces musiques. Alors il y avait des grosses lampes, parce que c'est ce qu'on appelait de la TSF, transistor à lampe. Et j'étais mais vraiment attiré comme un aimant vers le poste radio. Ça me fascinait, ça me transcendait, mais vraiment. À un point que mes parents étaient fous furieux parce que je me disais, bon alors nous sommes dimanche, tu viens dans la famille, tu vas aller voir papy, mamie, nanana. Et moi je voulais pas, j'avais pas envie, je voulais rester devant, mais vraiment. Et sur le souvenir musical, j'ai deux grands souvenirs, c'est la musique classique et le jazz. Et la guitare, les sonorités de la guitare de jazz m'ont parlé, mais immédiatement. C'est pas le discours jazzistique, comme la musique classique d'ailleurs, c'est pas, je sais plus si j'ai écouté Mendelssohn, Mozart, Berlioz, Wagner, Stravinsky, je sais pas, Chopin, je peux pas savoir. C'est le son, c'est les vibrations, c'est les couleurs, c'est les timbres. C'est à ce niveau-là que la musique m'a parlé, pas avec les instruments, enfin, voilà. Et c'est trouvé que la guitare, par le jazz, c'est la guitare qui est arrivée, mais ça aurait pu être une clarinette, mais je trouve que, voilà, ça doit avoir du sens quelque part, la guitare. Bon, on pourra peut-être le voir tout à l'heure pour le côté vibratoire, c'est-à-dire, il n'y a pas, enfin, Edgar Cayce parlait des instruments et du caractère convergent entre l'instrument et une partie du caractère de l'individu. Souvent, il disait que les instruments qui s'accordent étaient des gens qui étaient anxieux, un peu angoissés, un peu dépressifs, etc. Sans doute le suis-je. Alors, j'ai pris un instrument à cordes pour dédramatiser les choses, ou en tout cas les assouplir, les évanouir, peut-être parfois les oublier. Donc il y a un lien pour toi très fort entre le côté émotion, exploration des émotions, et peut-être aussi exorcisme un peu des émotions, ou sublimation des émotions, ou dans la musique. Ah, j'aime ton idée d'exorcisme, mais pas dans le sens
d'évacuer le mal ou d'évacuer à tout prix quelque chose, mais j'aime l'idée de transcender, de dépassement. Je me suis rendu compte que, avec les années, ce qui m'avait attiré vers la, enfin, ce qui m'a attiré, ou comment j'étais porté vers les sons, vers la musique, c'est sans doute que le point de départ pour me dépasser, pour comprendre que en fait, j'ai toujours su que je n'étais que l'instrument de la musique. Ça, je l'ai toujours su. Et que j'étais pas le commandeur, quoi. Donc est-ce qu'il y a cette idée aussi un peu donc à travers la musique, donc finalement de se mettre à l'écoute de toi-même et donc de la musique peut-être qui joue à l'intérieur de toi, enfin si on peut le dire comme ça, puisque on résonne avec un certain instrument, est-ce qu'il y a un peu cet aspect-là finalement qui est présent? Pas tout à fait. En fait, j'ai réalisé que la musique, être à l'écoute de moi-même, je pense que c'était pas tellement difficile. Ce qui était plus difficile, c'est de m'harmoniser avec les autres. Donc sans doute je devais être trop à l'écoute de moi-même. Donc j'avais besoin aussi mais un besoin très fort de partager avec les autres, de confronter, surtout d'harmoniser, enfin, c'est ça, il fallait que je m'harmonise. C'est comme je suis une note et j'ai besoin de m'harmoniser avec une autre note, puis une autre note, puis une autre note, qui fait que nous sommes sur une partition, une grande partition, à la fois terrestre et au-delà peut-être parfois pour ceux qui sont sensibles à d'autres écoutes. Et quand tu dis l'harmonisation, c'est intéressant parce que tu as cité en fait deux influences un peu assez diamétralement opposées, à première vue la musique classique et puis le jazz. Donc une, c'est plutôt l'harmonie qui est préfabriquée, entre guillemets, elle est sur le papier, puis on la joue, il faut encore s'accorder, mais il y a une partition qui est là, qui est à suivre. Puis le jazz est beaucoup plus ce côté spontané, on va dire, d'improvisation. Donc c'est deux manières de s'harmoniser très différentes. Comment est-ce que tu vois ça? Donc c'est différentes manières d'écouter, d'harmoniser, de dialoguer finalement aussi avec les autres à travers la musique. On a, pour moi la musique classique, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que l'on a pu récolter depuis la nuit des temps. Mais dans toutes les sources soniques, c'est-à-dire avant le son et pendant le son. Je ne voudrais pas être abscon, mais quand je dis avant le son, il y a une onde, une vibration, le son ne naît pas de suite. Donc, et dans le jazz, tel qu'il était à l'époque, qui était un langage complètement terrestre, mais vraiment terrestre, on a à revendiquer, à surnager, à survivre, où tout un langage se met en place et des codes se mettent en place pour dire nous sommes un peuple et nous devons rester dignes. Comme la musique manouche, les manouches, si on les trouve virtuoses, c'est pas qu'ils ont un gène particulier à devenir des virtuoses, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que très tôt, pour pouvoir conserver peut-être leur liberté dramatique, de dire ça, leurs entités culturelles, leurs identités culturelles, sont obligés d'épater d'autres ethnies économiques. Alors on a toujours cette histoire de dire ah bah les musiciens de l'Est, ah bah les musiciens manouches, les gitans, oh là là, vraiment, comme s'ils avaient été élus pour être que des guitaristes merveilleux, des accordistes merveilleux, des danseuses merveilleuses, etc. C'est une erreur. On a la même chose avec le blues. Pourquoi on n'a pas une race, pourquoi la race noire serait celle qui détiendrait le blues? Enfin, c'est stupide. Je trouve ça stupide, ça n'engage que moi. Mais, donc, en fait, ces gens ont cultivé, ont développé, et ont compris qu'au travers de leur musique, ça peut être d'autres arts, hein, on parle de musique, eh bien, on conserve l'identité humaine, on la fait valoir au fil des ans, des années, des siècles. Pardon. Là, tu dis quelque chose, peut-être qui peut surprendre un certain nombre de personnes qui nous écoutent, c'est que pour certains, la musique, c'est un peu un arrière-fond sympathique. Hein, alors que là, on se rend compte à quel point elle est, on va dire, existentielle. Hein, et autant au niveau donc, individuel,
qu'on peut parfois encore mieux comprendre, parce que, et aussi au niveau collectif. Hein, je me rappelle, on avait une discussion une fois, où tu me parlais de l'importance historique mondiale de la quinte bémol. Oui, oui. Hein, par exemple. Ouais. Donc il y a quelque chose, si on n'est pas musicien, on ne se pose même pas ce genre de questions. Et alors, comment est-ce que tu as pris conscience de ces implications, on va dire, de la musique avec le côté social, culturel plus vaste très tôt? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit dans ton cheminement musical? Il y a une première partie qui m'échappe encore. Mais j'ai pas besoin de réfléchir dessus, puisque je ne peux pas la maîtriser. C'est celle de mon état de musicien. J'ai exercé d'autres métiers, j'ai même cessé de jouer de la guitare pendant 5 années, où je me suis consacré aux autres, toujours sur un plan musical, mais je ne jouais vraiment plus d'instruments. Enfin, voilà, je réfléchis sur la pédagogie, sur les divers cadres possibles, sur comment transmettre à des bébés, voilà. Mais cette partie-là donc m'échappe. Voilà, je fais de la musique. Bon. L'autre partie, oui, je suis allé apprendre, parce que je suis un musicien d'oreille. Je n'ai pas eu de prof, c'est-à-dire, ou de maître d'harmonie. Par contre, j'ai eu énormément de profs en termes d'écoute, c'est-à-dire à la fois sur des vinyles, hein, puisque je ne suis pas très vieux, mais je suis pas non plus, j'ai pas 20 ans, donc il y avait des vinyles, il y avait des vieux tourne-disques, etc. Et puis après, j'ai acheté des ouvrages où j'ai appris à lire les notes, j'ai commencé à lire des bouquins d'harmonie, j'ai énormément travaillé sur le pianiste virtuose, j'ai fait plein de choses, je me suis, cultivé, et puis j'ai mis un nom surtout sur ce que je faisais. Parce que parfois je jouais comme ça des notes, je ne savais pas ce que c'était, à quelle appartenance, et j'avais besoin, de nourrir un petit peu, de me nourrir, et puis aussi je ne suis pas parfait, c'est pas le sujet, mais j'étais très très imparfait, c'est-à-dire que je commençais des choses, elles résonnaient, elles vibraient, mais parfois je n'allais pas aussi loin que je le fais aujourd'hui. Parce que je ne savais pas, j'y allais totalement intuitivement, et je ne savais pas. Alors, voilà. Et est-ce que tu as rencontré donc, des personnes qui t'ont enseigné? Donc tu te dis que tu étais autodidacte. Oui. Est-ce que certainement il y a des personnes qui t'ont inspiré, on va dire, des rencontres qui t'ont permis de passer certains paliers ou développer certaines sensibilités ou mettre des mots sur certaines choses que tu as... Pas vraiment. Par contre, j'ai eu une rencontre très tôt avec un musicien qui s'appelle Andy Hamler, qui est un musicien assez prestigieux, qui fait des choses incroyables toujours. Et quand nous étions des jeunes personnes, la vie nous a fait nous rencontrer. Et Andy a été la personne qui m'a donné confiance. Et lui, il était dans un contexte très classique. Il avait une prof de piano personnel russe, donc ce qui situe l'exigence. Il était au Conservatoire de Paris. Et quand il faisait bien ses devoirs, mais ses devoirs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la maison en tant que personne, ses devoirs scolaires et ses devoirs de musicaux, eh bien il pouvait aller répéter, il jouait la musique qu'il voulait, et donc je faisais partie de ce bagage-là. Donc évidemment, il ne jouait pas classique, mais on reprenait des choses quand même, comme Emerson, Lake and Palmer, on faisait des choses quand même, et on était un des premiers groupes, sans vantardise, c'était pas ça. Ça s'est trouvé comme ça, de jazz rock parisien. Voilà. Et Andy m'a donné, c'est de la confiance en fait. Il m'a dit, tu sais, voilà, t'as des choses, t'as des capacités, mais il faut vraiment que tu apprennes des gammes d'un bout à l'autre, il faut que tu apprennes aussi à lire, il faut que tu apprennes tout ça, et tu verras après, tu n'avais pas ton sourire pour toi parce qu'il y a ce qu'il faut. Alors, c'est pas comme une histoire de grand frère, je pense que c'est une histoire amicale, voilà, et qu'effectivement, quand il m'a dit ça, 48 heures après, j'ai poussé la porte d'un magasin, j'ai été acheter un bouquin de Joey Pass pour apprendre les gammes. Joey Pass, c'est un guitariste extraordinaire de jazz, italien, monstrueux, un type super. Et pédagogue, quoi. Donc j'ai été guidé par Joey Pass, j'aurais pu trouver un autre, mais je suis allé vers là. Ouais, puis après, je vous passe, j'ai évidemment lu les Thésaurus, j'ai mis le nez dedans, c'était plein de choses. Et tu sais, tu mets le doigt sur le fameux vieux débat là, qui alimente les forums de guitare entre le feeling et la technique. Là, Alors ma question, c'est dans les arts martiaux japonais, on fait parfois une distinction. Il y a les jutsu, bujutsu, c'est la technique du guerrier. On prend un certain nombre de techniques, mais c'est la technique. Quoi.
Et puis il y a le Budo, hein, qui est la voix du guerrier. Hein, donc il va au-delà de la technique. Mais qui nécessite aussi qu'on ait une technique sur laquelle on travaille au départ, etc. Et donc toi, tu es parti en fait avec une approche, on va dire, donc plutôt intuitive. Hein, totalement. Et après, tu t'es rendu compte qu'à un certain moment, pour prendre confiance, pour aller plus loin, etc., tu avais aussi besoin de ce côté plutôt formel ou technique, hein, qu'il fallait aussi comprendre. Alors comment est-ce que toi, tu vois ce lien, on va dire, entre technique et intuition? On peut dire, moi j'aime bien de dire en termes parfois de peut-être l'espace qui est là, mais aussi la forme. Il faut le mettre en forme d'une certaine manière. Donc, comment est-ce que tu vis ça comme guitariste? Sur la première station de ta proposition, je répondrais, la confiance, c'est pas celle qu'on doit développer en soi, mais celle que les autres nous apportent. C'est les regards non compétitifs. La confiance, elle naît avec l'amour des autres. C'est toutes ces notes qui discourent, qui échangent. C'est ça la confiance. Le reste, c'est un bagage, pardon, c'est un bagage qui permet d'aller plus loin, de transcender, de dépasser, de toucher du doigt d'autres éléments de nous-mêmes, et puis d'ailleurs, qui nous permet de réfléchir sur le temps aussi, sur nos valeurs. Pour ma part, c'est ça. Un militaire répondrait, oui, alors je dis ça par rapport à la musique militaire, par exemple, qui est quand même codée, qui n'a pas des milliards de codes, mais qui est quand même codée. Eh bien, on dit, j'apprends à obéir pour mieux désobéir. Alors, j'apprends tous les codes pour ensuite devenir free, jouer libre, jouer... Bon. La finalité peut être la même dans un art, sur une donnée, sur une œuvre. Hein, pas sur tout le parcours, mais sur une œuvre, avec une thématique posée, je peux dire, voilà, je vais composer de cette manière, c'est ce concerto, c'est adagio pour 21, ou je veux dire, je vais prendre ma guitare, je vais jouer un morceau, enfin, parce qu'on n'a pas les mêmes mots non plus, alors on dit œuvre, on dit titre, on dit morceau, on dit... Enfin, bon. Alors pour ma part, c'est ça, voilà. Il n'y a pas, j'ai pas le lien, et j'ai toujours pas, hein, j'ai pas le désir de ça. La confiance, c'est pas je pratique, je suis compétitif, j'ai telle technique, je sais faire ceci, je vais faire cela. Je suis pas intéressé par ça. J'ai jamais été intéressé par le... Je suis intéressé, je suis gourmand, toujours curieux. J'adore connaître, j'adore savoir. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai envie d'appliquer ce que je sais. Mais je sais que c'est là. Et ça ne veut pas dire que j'ai envie de travailler non plus. Mais je ne suis pas ignorant devant les faits, devant les choses, devant les causes, devant ce qui existe. Je ne suis pas ignorant. Ça me plaît. Pour moi, l'art, c'est ça. Enfin, c'est pas... Et si on veut s'inscrire, parce que c'est un peu le sens de ta question, il me semblait, dans la prétention, dans le vouloir de dire, il vaut mieux avoir une besace un peu plus remplie, ou amplie, et se dire, ouais, je peux expliquer ce que je fais. Mais c'est pas pour autant que ce que je fais, on s'en fout de savoir si c'est... Ce qui est important, c'est de le faire avec les autres, c'est pas de penser qu'on est seul et l'unique à le faire, et que c'est stupide, je trouve ça pas intéressant. Dans ton approche, après, de partager ta démarche, finalement, parce que c'est une certaine manière aussi d'appréhender la musique, il y a différentes manières de l'appréhender. Tu as une manière assez innovante, on va dire, de penser ta pédagogie aussi par rapport à tes élèves de guitare. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être déjà, comment est-ce que tu as commencé d'abord à enseigner? Est-ce que c'était, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à enseigner à des gens? Et puis, qu'est-ce que tu voulais leur transmettre? Ou est-ce que qu'est-ce que c'était pour toi cette... C'est pittoresque. J'ai commencé la guitare à peu près vers l'âge de 15 ans. Malheureusement. Parce que j'aurais dû jouer de la musique quand elle est venue à moi, quand elle m'a parlé, quand elle m'a embrassé, elle m'a serré dans ses bras, j'aurais dû. Mais j'avais un père qui, pour des raisons tout à fait personnelles, avait été blessé par l'absence de son frère, donc mon oncle, qui était un guitariste énormément apprécié, plutôt andalou, je jouais beaucoup sur ces heures. Et le départ de ce frère a beaucoup marqué mon père, et en fait, il y avait une guitare chez moi, une guitare classique toujours, et quand il m'a vu attiré par la musique comme ça lui a fait peur. Comme si j'allais perdre mon fils, vous pouvez imaginer des tas de choses comme ça.
Ça se trouve pas du tout, peut-être qu'il était profondément jaloux. De se dire, oh là, un autre, moi qui ne suis pas musicien. Bon, même s'il avait de l'oreille. Donc, c'est pour expliquer, hein. J'aurais dû effectivement commencer l'instrument beaucoup plus tôt. Bon, donc j'ai commencé plus tard. Et j'ai tellement joué, je suis tellement engagé qu'au bout de 5 années, un ami qui était dans un studio parisien me dit viens enregistrer. Donc j'ai commencé à enregistrer, il m'a fait un petit 45 tours par la symbolique et les choses sont venues bon, petit à petit comme ça. Et tout d'un coup, je vois arriver comme ça dans mon environnement amical, proche, relationnel, plutôt des jeunes femmes qui voulaient que je leur apprenne la guitare. Et moi, je ne savais pas. Puisque je le faisais, mais je ne mettais pas un nom dessus, et donc je refusais. Et il y avait insistance, je n'y voyais pas un côté purement qu'affectif vers ces jeunes femmes. Elles avaient aussi envie, bon, alors, c'est pareil, alors j'avais pris, comment dire, j'ai un ami, guitariste, bon, dans le père était musicien, avec qui jouait une sommité, avec qui il jouait, quelqu'un de très connu, qui m'a dit, mais écoute, je vais te dépanner, je te passe un dictionnaire d'accords. Alors j'ai regardé les positions, puis j'ai dit, ah oui, je fais un do, je fais un ré mineur, je fais un fa. Enfin, vous pouvez imaginer, tu vois, enfin, tu peux imaginer pour Et j'ai commencé. C'était difficile pour moi, parce que je me suis retrouvé face à des questions auxquelles je pouvais répondre, et d'autres je ne pouvais pas. Parce que le lien que j'avais avec les personnes à qui je donnais quelques cours, il n'y en avait pas beaucoup, hein. C'était un lien qui était aussi animé par la relation humaine, c'est-à-dire que par l'échange, par le contact, par l'envie de partager, enfin bon voilà. Et alors il y avait une espèce de mélange comme ça entre je vais montrer, c'est quelque chose de pragmatique, hein, voilà, je vais nourrir, les gens sont là pour ça aussi, puis tu as donné un petit peu d'argent pour ça, et puis, puis rencontrer les gens. Et à un moment j'étais limité, je dis non, moi j'en peux plus, puis j'étais gêné, je disais aux gens, je sais pas, je peux pas. Rétrospectivement, j'avais les moyens de le faire, mais j'avais tout simplement pas l'école, je savais pas. Donc, je me suis arrêté. Et puis, quelques années plus tard, mais vraiment, vraiment largement quelques années plus tard, je me suis retrouvé confronté de nouveau à ce que les gens aient envie. Donc, évidemment, j'avais progressé, j'en savais plus de choses. Et évidemment, j'avais déjà un bagage et tout. J'ai commencé à donner des cours. Et c'est dans la bonne et vieille ville de Saint-Germain-en-Laye que des copains, voyant moins de pédagogie, une capacité donc à transmettre, qui leur plaisait bien et tout, les choses sont venues comme ça, en fait, petit à petit. Et moi qui n'avais pas donné autant de cours, enfin, de manière heure par heure et tout, je me suis retrouvé comme ça, et enfin, dans cette situation-là, et qui m'a vachement plu. Parce qu'au fond, ce sont les personnes de l'extérieur, les autres, comme on dit, de façon noble, qui voyaient chez moi ce que moi je ne voyais pas, en fait. Au fin de compte, ce côté pédagogue, enfin bon, puis le bourg, la pédagogie, il faut aussi replacer les choses, elle appartenait à l'institution, elle appartenait certainement pas au cadre associatif dans lequel j'ai beaucoup évolué pendant beaucoup d'années. Donc, même si j'ai travaillé avec des conservatoires et autres, mais c'était, voilà, c'était pédagogue, c'était vraiment un mot. Et là, par contre, j'ai travaillé énormément. Au fur et à mesure que je donnais un cours, j'enregistrais, je prenais des notes. Et c'est arrivé peu à peu comme ça. Et donc, les autres encore m'ont donné confiance. Parfois, je trouvais qu'ils mettaient trop sur moi. Enfin, moi, je disais, je suis pas ça, quoi. Enfin, mais sincèrement, hein, sincèrement. Mais devant l'insistance et la sûreté des personnes, bien, on était obligé de se dire, ben, je vais me surpasser, ou alors on arrête. Mais quand on a commencé quelque chose, on ne va pas s'arrêter comme ça. On va laisser des gens malheureux, tristes, et puis c'est pas abouti. Enfin, il faut quand même se montrer un peu plus pugnace, persévérant, puis aller au bout du tunnel et voir c'est quoi cette lumière, c'est quoi cette luce, qu'est-ce que ça dit, avant de se projeter dans autre chose. Donc, voilà. Donc, ça a été un premier pied à la pédagogie, à la fois collective mais de groupe. Bon, on en parlera peut-être un autre jour. C'est travailler avec des gens ensemble, les mettre en communication, et les instruments sont là aussi pour un moment être la prolongation de leurs envies de communiquer, de partager, à la fois de témoigner de leurs émotions et de leur instant T. Je voulais dire, oui, en fait les cours que j'ai donnés, c'était des cours et que j'ai partagés. C'était des cours où, sincèrement, pendant près de 20 ans, j'ai vécu
heure par heure, que des expériences. C'est-à-dire que j'ai jamais pris un cours comme étant, d'abord, ni un cours magistral. Je me suis toujours mis à l'écoute au mieux possible des personnes, et chaque cours était une expérience systématique, mais sincèrement, qui me demandait d'être dans l'investissement, dans la compréhension de la personne, parce qu'une personne n'est jamais la même, de semaine en semaine, parce qu'elle a des envies, des souhaits, des désirs. Elle dit souvent, je vais travailler, en fait, c'est un mot terrible, très pas long, enfin bon, travailler, bon non, on ne travaille pas un instrument, enfin, on pratique un instrument, on chérit, mais on ne travaille pas un instrument. Peut-être pour des professionnels, parce que voilà, on est dans un cadre social, et que pour valoriser, on va dire, j'ai travaillé mon instrument, bien sûr que ça réclame une discipline, mais pas dans un cadre de loisir. On pratique un instrument, comme on pratique le sport. Voilà, mais pardon. Voilà, donc, la pédagogie, pour moi, dans ce cadre-là, c'est pas la pédagogie de l'expérience, c'est que je vivais le partage et la rencontre, etc., comme une expérience. C'est-à-dire sans acquis. Toujours sans cesse renouvelé, et que je pouvais avoir pendant 36 cours, puisque c'est à peu près le calendrier d'une saison scolaire de rencontres dans les cours, on a bien 36 fois, pour multiplier par le nombre d'élèves, 36 expériences différentes, avec à chaque fois des valeurs complètement différentes. Donc on commence un morceau, si on ne termine pas, ça m'est égal, hein, enfin, c'était pas important qu'on commence un morceau pour moi et qu'on le termine. Je veux dire que quand tu as un arbre fruitier, quand on regarde les fruits, quand on regarde bien, ils ne sont pas tous mûrs de la même manière. Alors, si tout d'un coup j'en vois un qui me paraît être celui où je vais croquer, et ben je vais le prendre. Et puis si au goût, il ne me satisfait pas et que j'en vois un autre, et ben j'en prends un autre. Et moi j'aime ça. J'aime cette idée de qui modèle l'individu, qui le façonne, qui le fasse exister en somme. Et pas un seul fruit, lui dire tu as commencé ta pomme, tu vas la terminer. Alors évidemment, dans des temps plus difficiles, je peux comprendre l'idée métaphorique de commencer, bon, parce que là, c'est pas le cas. Donc je vois que tu mets beaucoup l'accent sur le côté du partage, hein. Puis tu disais aussi tout à l'heure, donc l'instrument en fait qui est un moyen pour communiquer. Et je crois que tu as mené toute une expérience aussi qui t'a mené très loin là-dedans, qui était le travail en fait, c'était avec les enfants autistes, c'est ça, avec la musique amplifiée pour essayer de voir comment ils... Alors, avec les enfants, ce qui m'a plu, là encore, je rencontre une directrice de crèche sur une réunion municipale dans la ville d'Agen où j'ai travaillé sur une structure pilote qui s'appelle l'ADEME Florida, où on m'a donné les moyens d'expérimenter, et donc j'étais sur la responsabilité pédagogique, et on m'a donné vraiment tous les moyens d'expérimenter. J'avais donc à la fois les moyens matériels, avec des salles qui étaient équipées acoustiquement et phoniquement, travailler avec des scolaires, énormément en milieu rural aussi, donc avec des... là tu peux t'imaginer, quand tu as de la confiance du directeur de cette structure, voilà, qui te connaît, qui te dit voilà, vas-y, bien là c'est cadeau, on y va quoi. Naturellement, il faut voir quand même qu'à côté, bon, mon travail était quand même supervisé, était regardé, je devais donc écrire des contenus, d'abord des projets pédagogiques, je devais aussi écrire leur contenu, choisir les équipes avec qui j'allais travailler, enfin, il y avait les bilans, les évaluations, bon, on est d'accord, hein, on va pas, c'est pas fleur au fusil comme on dit. Donc voilà, et je me suis retrouvé avec la crèche, alors cette femme, directrice de crèche, qui me dit, un jour je me retrouve, pardon, il y avait une fête de la musique et des musiciens devaient donc animer dans cette crèche. Et puis les musiciens font faux bon à cette directrice. Alors elle est désarçonnée, elle dit oh il n'y a pas d'animation pour mes petits, voilà, mon personnel aussi, enfin voilà, etc. Et elle se tourne vers notre structure, qui est une structure de relais, identifiée compétente, hein, c'est le cas. Et à partir de là, elle, avec le directeur de la structure, il me dit Randall, qu'est-ce que tu en penses? T'es l'ami des enfants. Toujours beaucoup d'humour cet homme-là. Mais c'est vrai, bon, je dis ça parce que aimer les enfants, franchement, c'est la phrase la plus épouvantable que j'entends. J'aime les enfants, enfin bon, cette phrase. Bon. Alors, je travaille, je rencontre la directrice, etc. Et puis, avec un de mes collègues, on propose un projet et on effectue. Alors, après donc l'animation, elle vient me voir, elle me dit
Bon, vous n'avez jamais fait ça, etc. Après le tuto, je dis non, non, non. Puis je dis, oh là là, il faut que je réfléchisse. Elle me dit, non, non, t'as pas à réfléchir. Moi, non, tu peux. Du coup, je réfléchis, elle me convainc, elle convainc notre directeur à un moment de travailler ensemble. Donc, on va le budget, travailler sur les projets, l'écriture des projets sur la durée, combien par année, etc. Et j'y vais. Alors évidemment, je vais lire des tas de choses sur l'enfant, sur Renard, hein, qui est un, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est un psy, bon, pour l'enfance, enfin, parce que je vous dirai ça plus tard. Et donc voilà, l'enfant dans l'espace, enfin, qu'est-ce que ça raconte, à quel âge ses capacités sensorielles puissent s'ouvrir. J'ai lu sur Thomas Matisse énormément, parce que là, c'était aussi d'intérêt personnel. Et j'ai relié ça avec mon expérience, c'est-à-dire que mes observations. Voilà. Et puis le reste, c'est fait. Alors avec les bébés, c'était fabuleux, mais vraiment des bébés, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans le parc, il faut leur donner le biberon, donc ils ne marchent pas. Et j'avais fait une observation, alors toujours avec des instruments, des vrais instruments, des instruments qui sont justes, pas des instruments qui parfois... D'ailleurs, cette marque qui m'a toujours fait rire, qui s'appelait Bon Tant Pis, bon, rien que dans le mot déjà, c'est évocateur, quoi. C'est terrible ce truc-là. donc on prenait des vrais instruments, et j'avais remarqué qu'en mettant un clavier vraiment professionnel, à même le parc, j'entrais pas dans le parc, hein, c'est hors question. On le branchait, alors je faisais une fois, deux fois, pas plus, hein, j'appuyais sur le bouton, je tenais, et ces petits bouts qui rampaient comme ça, donc il y avait des petites filles, des petits garçons, et bien systématiquement, les petites filles allaient sur le bouton power, et elles atteignaient, elles allumaient. Incroyable. Et quelles que soient les crèches, rares étaient les petits garçons qui cherchaient allumer, éteindre, allumer, éteindre. Et les petits garçons, en fait, ils allaient systématiquement sur le clavier, ils voulaient tous toucher. Et j'avais fait l'observation aussi que ils avaient une mémoire incroyable, des sonorités qui nous-mêmes parfois, on se disait comment il a fait, comment elle a fait, c'est incroyable. Ils se souvenaient, ils recommençaient, là, avec un petit doigt, parce que la tête est souvent lourde, hein, beaucoup plus que le corps, bien sûr. Alors, c'est comme ça, à force, on finit par repenser le sujet, c'est vachement intéressant, de prendre 12 instruments, les guitares et autres, et puis ça réveille des choses. Alors là, il faut être... vous savez que dans les crèches, à l'époque, il n'y avait que les femmes. Mais il n'y a pas d'hommes. Alors quand vous êtes un homme, évidemment, il y a des rappels qui peuvent se faire, donc il faut être... voilà. Moi, j'étais très attention, je ne voulais pas que les enfants, de contact avec eux, parce que les femmes n'ont pas l'habitude, hein, et c'est elles, parfois avec beaucoup d'humour, elles disaient « Ah, vous êtes payé pour faire ça ?» Alors qu'on faisait un vrai travail énorme, on était là pour 1 heure, on restait 2 heures, ou 2h30, certains disaient « Ah ben non, il faut leur donner à manger, tout ça, etc. » Parce que les enfants, il y a des sons, vraiment certains sons, certaines sonorités, où alors partout, quand on fait ce son-là, ils sont vus comme des petites grenouilles. Ils se retournent, ou parfois ils rient avec une hauteur, parfois ils rient avec une autre hauteur. Quel genre de son est-ce que tu pourrais... Alors malheureusement, je n'ai pas l'appareil pour le faire, mais effectivement, ça aurait pu être marrant que je puisse vous l'illustrer. Ça fera peut-être l'objet d'un autre reportage de souhait. Alors, donc voilà, effectivement, il y avait des sonorités comme ça où les petits êtres ils réagissent de la même manière, quoi. Et puis parfois, il y a des enfants sur une sonorité qui font ça, c'est pour ce côté-là dont tu parlais un peu thérapeutique. Pour moi, c'était plus comme les sons étaient plus comme un pansement. Redonner de la confiance encore. Je crois que c'est la confiance qui est importante chez un être humain dans sa vie. La confiance en plein de choses, c'est pas le fait qu'on soit compétent pour moi qui soit primordial, c'est la confiance. Rééquilibrer quelqu'un dans la confiance aux autres, aux couleurs, aux saveurs, bon alors, tous ces enfants, en fait, on en a eu énormément, des tas de projets. Je leur demandais aussi de composer, de jouer avec eux, on jouait avec eux. Dédramatiser le fait, je ne sais pas jouer. Alors j'avais quelques instruments qui étaient des instruments qui étaient faits pour qu'on grimpe dessus. Parce que les enfants ne peuvent pas contrôler, alors ils prennent les cordes, ils tirent comme ça. Alors évidemment, un instrument comme celui-ci, qui est un instrument de valeur, il faut quand même prêter un minimum d'attention, on ne peut pas le laisser comme ça peut pas, c'est pas concevable. Par contre, leur apprendre à apprécier l'instrument, comme ils le souhaitent, à pas tirer comme ça. Il faut qu'ils apprennent à tirer pour comprendre qu'on ne tire rien de sonorité, et après, leur montrer comment on fait. Alors, ils sont souvent en colère, les enfants, quand on leur dit ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'en fait, on voudrait leur dire c'est ce qu'il faut faire, mais ils le comprennent à l'envers. Dans ce domaine, c'est bien d'être un peu punk parfois.
Donc là, voilà. Alors, ils ont appris comme ça, quoi, voilà, plein de choses comme ça. Après, bon, quand ils voulaient des choses, je montrais comme ça un accord, avec un doigt, deux doigts, enfin, etc. Ils pouvaient jouer. Mais ils jouaient avec nous. Sans avoir honte de jouer. Sans dire ce que j'ai vu plus tard. Ah oui, oui, non, mais non, je sais pas, enfin, je sais pas jouer, c'est pas bien, elle joue mieux que moi, elle joue mieux que moi, etc. C'est très très vite et très très tôt. J'avais lié la couleur avec les sons aussi. Alors dans les haltes garderies, c'est beaucoup plus dur, parce que dans les haltes garderies, le temps est très limité. Les mamans laissent leurs enfants, comment dire, pour une heure, parce qu'ils ont des courses à faire, ou je ne sais quoi, ou peut-être l'hôpital, enfin autre. Et très souvent, ben, les enfants, il faut se concentrer pour animer, exciter leur curiosité de manière très vive et très rapide. Alors j'avais trouvé une musique couleur à cette époque, et donc c'était la relation entre la couleur et le son. Et donc je leur disais, ben voilà, ça c'est la note, ça c'est Do. Alors Do, il a quelle couleur? Alors chacun mettait ce qu'il voulait comme couleur, et donc on avait de la peinture et tout, j'avais des petits blues. Et en fait, ce que j'arrivais à faire, c'est qu'une fois qu'on avait fait tout Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, moi je prenais toutes les couleurs, puis je me baptisais le visage. La première réaction des gens, des enfants, c'était ah, vraiment, ils étaient apeurés, horrifiés, parce que la couleur, tout d'un coup, devient sale. Comme si les sons étaient sales. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, cette fameuse quinte bémol où la carte était interdite parce que c'était satanique. Enfin, il y avait tout ça, ça a duré. C'est pour ça que dans la musique métal, on poids des quintes bémol et de certaines cartes. Putain, non, parce qu'on s'en est servi, tu vois, pour des incantations de je ne sais quoi. Donc tout d'un coup, j'ai un esprit satanique dans une musique satanique avec des couleurs sataniques, en gros. Et là, ça va pas, quoi. L'univers nous a pas offert tout ça et nous faire la discrimination de certaines d'entre elles. C'est pas vrai. Ça doit tourner ensemble, ça doit pouvoir se mouvoir ensemble. Et on va pouvoir écouter toutes ces sonorités qui sont indispensables les unes avec les autres, comme les couleurs. Donc mon idée était par là. Je schématise parce que je sais que le temps passe et que je suis prolixe. Alors, tu lances un autre pont là qui m'interpelle. Donc toi, tu t'es plus particulièrement, enfin ta voix, tu t'es plus particulièrement intéressé, tu as approfondi en fait la musique amplifiée. Alors peut-être que c'est déjà, parce que tu disais quand tu étais petit, la radio, qui était un peu, je ne sais pas si ça vient de là, mais disons, alors pour toi, qu'est-ce qui fait, on va dire, la spécificité, ou est-ce que tu t'es posé un peu la question, pourquoi est-ce que c'est ça qui t'attire plus particulièrement, et pas par exemple le flamenco, là où, toi, puisque tu es dans la famille apparemment toutes les guitares hispaniques. Et puis la deuxième chose, bon, tu as aussi beaucoup marché, on va dire, dans la voie du rock, hein, le rock, métal, etc., qui est parfois perçu justement comme n'étant pas de la musique. Hein. Là, c'est terrible, c'est horrible. Enfin, là, on est à l'anti-conservatoire même. Hein. Donc, est-ce que, pour toi, est-ce que enfin, comment tu ressens ça, l'attirance pour ça, et puis la place aussi de ça dans le monde plus vaste, hein, de la musique? Alors, en fait, mon éducation, c'est quand même une éducation donc, de musique classique et gigantesque, quand même, parce que j'ai vachement... Enfin, les mouvements, les cadences, je les ai sentis super tôt. Enfin, bon, ça m'a parlé tout de suite. La musique, enfin, j'ai pas de... la musique classique, c'est comme si j'étais né dedans, j'étais né avec, quoi. Le jazz, ça m'a fait le même effet, etc. Mais le jazz que j'ai écouté, moi, à l'âge que j'avais, c'était un jazz électrique, parce qu'il y avait déjà l'orgamon, il y avait déjà les guitares électriques. Charlie Christian existait déjà, Barney Kessel, jouait pas, Herbie Ellis, enfin, tous ces gens. Donc, j'étais déjà dans l'amplification. Hein, j'ai pas... Alors, la guitare acoustique, bah, naturellement, j'aime jouer de temps en temps de manière très vulgaire, au sens de la vulgarisation. Je joue acoustique aussi vachement, hein, j'aime bien les musiques africaines, j'ai joué avec des musiciens africains, j'ai joué avec des musiciens espagnols, j'ai joué des tas de choses différentes en fait. Donc pour moi c'est pas... le rock est une posture. C'est comme... bon, et comme j'étais quelqu'un... Parce qu'il faut que je donne cette explication pour comprendre pourquoi je suis allé vers le rock. En fait, j'avais un problème avec mes camarades, c'est que très tôt, très jeune, j'étais à côté, quoi. C'était terrible. Et moi, je voulais aller vers eux pour les comprendre. Eux, j'étais déjà différent. Et effectivement, parfois, ils avaient des jeux qui ne m'intéressaient pas. Effectivement, des fois, ils avaient des attitudes que je ne comprenais pas. Un peu comme quand tu vas peut-être, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, il y avait un décalage. Bon. Et c'est vrai que quand je me suis mis à jouer de la musique, et tout d'un coup, au lycée et tout, eh bien, ça m'a permis
d'entrer en communication avec des gens qui au départ me trouvaient bizarre, que moi je ne trouvais pas forcément... C'est pas que je les aimais pas, c'est que je disais tiens mais pourquoi ils sont cons, enfin, pourquoi il fait ça, enfin, pourquoi il fait ça, c'est stupide. Enfin, bon. Et donc d'aller vers le rock, c'est d'aller aussi vers une posture et des personnes qui dans leur choix d'écoute musicale ou d'envie de jouer, sont pris de temps en temps, soit comme des gens qui n'ont pas de maturité, hein, ils sont un peu légers, d'autres pour des abrutis complets, hein, c'est-à-dire qu'on écoute cette musique métal, c'est parce qu'on vient d'un milieu bien bas. Pour ceux qui écoutent du heavy metal, alors on a un autre cadre social, alors on tolère un peu ce petit moment de la vie, hein, allez, c'est de son âge, c'est de leur âge. Et je me disais que c'est un peu dommage de se couper de l'écoute, parce qu'à l'intérieur de cette musique et de ces musiques, il y a quand même des valeurs humaines, il y a des textes qu'il faut savoir prendre au deuxième ou au troisième degré, certainement pas à la base. Il y a aussi le choix des sons, et c'est normal. Le son à un volume correspond à la vitesse. C'est-à-dire qu'on a autant de plaisir à rouler vite qu'à jouer fort. Et puis il y a certains sons distorsionnés, etc., qui vont à un moment donner un peu plus de grinçant. C'est comme si on penchait la moto vraiment presque à la rupture quand on veut négocier le virage. Comme ça. La courbe, avec la guitare électrique, on a ces sons-là aussi, on arrive. On appelle ça le sustain, le vibrement. Il y a des analogies comme ça. Mais en fin de compte, c'est que l'humain. Et donc ça m'a intéressé d'être à l'écoute de jeunes gens, mais vraiment de tous bords, et puis d'être à leur écoute, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur écoute. Et comme moi, j'avais pas envie de me faire valoir, parce que je n'avais rien à fiche, quoi. Ce qui m'intéressait, c'est quand tu le sais, c'était de rencontrer les gens. C'était pas de dire, regardez, je joue, je m'en fous. C'était pas... J'ai jamais été comme ça m'intéressait pas. J'ai pas besoin d'exister à travers ça. Et alors, l'autre chose qui m'a interpellé dans ton cheminement, donc tu as commencé donc à une quinzaine d'années. Tu as continué, tu as exploré donc, toutes ces différentes facettes, hein. C'est aussi la vie qui t'a mené en fait. Tu me disais parfois c'était des hasards, comme dans cette crèche, hein, où tu arrives et puis quelque chose s'est développé à partir de ça. Mais donc il y a vraiment cette, on dirait cette ligne directrice un peu, on va dire, finalement je crois, enfin moi c'est ce que j'écoute en t'écoutant, c'est cette idée de partage. Et aussi le partage qui peut permettre peut-être, s'il est accepté par tous, à donner confiance à chacun, et finalement à révéler à chacun de pouvoir s'exprimer, et de s'entendre et de s'harmoniser. Alors, là maintenant tu es en train de sortir un album, hein, qui est un peu, donc qui vient après tout ce cheminement que tu as pu faire avant. Est-ce que à l'écriture ou dans la manière de l'enregistrer, est-ce que tu as senti que ces différentes expériences de lien, de partage, se sont retranscrites en fait dans ta manière donc d'aborder on va dire, cette œuvre musicale-là particulière, donc qui n'est pas une œuvre maintenant de partage direct, mais c'est de créer une œuvre qu'on donne, on va dire, au monde plus vaste. Et donc avec la question sous-jacente qui est l'autre pas, hein, que les musiciens aussi à gérer, c'est les relations interpersonnelles, hein, le groupe, peut-être quand on donne un concert c'est encore du live, mais après par rapport parfois à cette société plus vaste, on met quelque chose sur internet, on sort un album, etc., puis c'est approprié hors de nous d'une certaine manière, c'est devenu un peu autre chose. Alors oui, il y a une dizaine de titres que nous avons enregistrés dans des conditions contraires à la vie techno-économique ou philo-économique qu'on veut nous imposer aujourd'hui. C'est-à-dire attendre que le matériel de pointe, de haute technologie nous soit accessible sur un point de vue financier. J'ai fait des économies, je m'ai enregistré, trouver un mécène, trouver un label, enfin toutes les conditions de technique professionnelle qui permettraient à des artistes de pouvoir mettre bas de leur création. Là, c'est le contraire, ça s'est passé d'une autre manière. C'est un ancien élève qui est devenu un ami par ailleurs. Ils ne sont pas très nombreux, hein, parce que j'ai énormément d'élèves, et j'ai toujours des très bonnes relations avec eux, mais on ne peut pas être ami avec, je dirais, intimement. On ne partage pas l'intimité avec tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça. On partage des choses fortes avec d'autres, mais pas forcément ses intimités. Alors, Erwan en fait partie, voilà. Et donc, il avait envie, et il m'a vu, voilà. Et alors, on a enregistré dans des conditions, mais qui étaient, qu'on appelle roots, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai loué une maison en Bretagne, pour pouvoir faire de la musique un peu fort, voilà.
Et puis, voilà, il a acheté du matériel. Et voilà. Alors que j'avais fait des enregistrements en studio, hein, parce que j'ai accompagné des artistes, voilà. J'ai fait des choses de variété. J'ai fait des tas de choses, en fait. Mais jamais bien longtemps dans le milieu on dira du show business à l'époque. Je voulais goûter, donc être à la télé en heure de grande écoute en faisant du playback chez une illustre émission en plein dimanche après-midi et que tes voisins te voient, c'était pas ça l'objectif. Moi je voulais juste rencontrer des gens, mais j'ai écouté toutes ces petites choses, des grosses radios, et des concerts à 5-6 000 personnes, des plus petits, des bars, tout ça, et pour faire mes choix en fait. Et donc ce parcours comme ça professionnel ne me convenait pas, j'ai pas le caractère pour ça. Je ne peux pas penser non et faire oui, quoi. Et comme je suis quelqu'un d'avenant, alors tu peux pas me jouer ceci, oui, comme ça, oui, non, comme oui, d'accord, bon. Alors, mais bon, très bien, j'ai l'échec après, que le prod qui soit à côté, chaque fois que tu fais une prise, il te dit j'achète, ou l'autre il ne sait pas trop ce qu'il veut, puis ça c'est vachement bien, tu peux pas recommencer. Enfin, être à l'écoute comme ça, comme une sorte de roseau. Je ne pose pas de problème sur un temps. Si je deviens un roseau et que ce roseau va à un moment permettre quelque chose d'enrichissant, va construire, je te dis oui. Mais si je suis un roseau pour, dans le hasard de la tête à l'autre, dans ses hasards, je n'ai pas envie, quoi. Voilà, c'était pour expliquer pourquoi j'avais cette transition-là. Pour revenir au travail, eh bien ces dizaines de titres ne sont pas l'aboutissement de quelque chose. En fait, c'est encore une autre étape. Au jour d'aujourd'hui, j'ai d'autres idées, d'autres choses à faire, et je dois aussi apprendre à être encore plus patient vis-à-vis de moi-même. Je dois être encore plus généreux, je dois être plus large, enfin tellement de choses encore. Donc, que je souhaite que mes prochaines compositions reflètent tout ça avec mes camarades. Parce que je ne peux pas le faire tout seul. Je veux dire, je peux jouer seul naturellement, mais on ne peut pas avoir un moment, enfin, voilà, il faut que les camarades enrichissent tout ça et mettent aussi leur identité, leur âme à l'intérieur de ça. Alors, on peut écouter sur MySpace une dizaine de titres, tout ça très bien, mais c'est que le début. Il y a un instrument acoustique, hein, il y a deux morceaux acoustiques dans lesquels je vais glisser des choses, où la notion de majeur et de mineur, c'est-à-dire les règles, hein, on joue majeur, on fait tel accord, il y a les cadences d'accords, etc. Moi, je m'en fous vraiment complètement. Alors, c'est pas mon souci, quoi. Pour moi, et ça rejoint un peu ce que la question que tu me posais, c'est-à-dire que mon écoute par le classique et toutes ces choses comme ça, où après j'ai mis des noms sur ce que j'écoutais, je disais, j'ai écouté ça, c'est bien, voilà, bon, ou de jazz, et les musiques ethniques, et les rock, parce que tout petit, vers 5-6 ans, quand même, il y avait 4 ans, 5 ans, 5-6 ans, j'ai une heureuse voisine qui m'adorait, qui m'a fait écouter les premiers rock comme ça, donc Elvis, les Lucky Bando, enfin tout truc, enfin, incroyable. Donc voilà, puis elle m'a emmené voir au cinéma les Joselito, les gens ne peuvent pas savoir ce que c'était un personnage particulier, où il y avait la musique et tout. Donc j'ai eu de la chance, mais j'ai eu un parcours aussi, bon je ne peux pas parler tout seul, les gens qui étaient chez moi, mon père a travaillé sur le milieu artistique à certains moments, donc à la maison j'avais des gens comme Jean Marais, qui venaient, enfin bon voilà, qui m'écoutaient, enfin, je ne peux pas oublier parce que voilà, il y a des gens qui sont venus, enfin j'étais gamin. Alors d'autres c'est Van Halen, moi c'était plus souvent des comédiens, des acteurs, que voilà. Mais voilà, ça m'a nourri, ça nourrit. Hein. On ne te dit pas comment faire, mais la présence de ces gens, leur énergie, leur écoute, leur attention, fait que tout ça construit, collabore, enfin, participe, je veux dire, à une évolution. Voilà. Oui, alors peut-être juste, je vois le temps qui avance beaucoup. Non, mais c'est formidable, tu vois, donc, comme quoi c'est une célébration de toutes les sortes de choses qui jaillissent, les belles choses qu'on peut partager. Alors, deux peut-être dernières petites questions. Alors la première, là c'est très égoïste, c'est juste parce que moi je suis, comme tu sais, je travaille beaucoup sur les histoires du dialogue interculturel. Et d'une certaine manière, il y a aussi du dialogue interculturel entre musiques différentes. Tu disais que toi aussi tu as joué avec différents musiciens venant de différents horizons, etc. Alors qu'est-ce que tu penses justement de la rencontre entre différents styles de musique, hein, cette histoire de est-ce que fusion ou pas fusion, ou chacun dans son style, donc, comment dialoguer donc justement entre des enracinements, on va dire, qui sont différents, tout en partageant Choqué, pas choqué, non, il faut garder les cultures là où elles sont. Je me suis aussi intéressé à la musique indienne, à écouter, j'ai écouté tout ça, enfin... la musique contemporaine, hein, je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui a été pour moi énormément. Hein. Enfin, j'ai écouté aussi la musique contemporaine très très jeune. Parzenakis, Stockhausen, enfin tout ça. Mais c'est venu tout seul, hein, comme aussi le pictural. Hein, faut dire,
Il n'y a pas que la musique hein, qui m'a nourri, hein, c'est la peinture, le livre aussi, tout ça. Pour revenir donc à ce que tu disais sur les différences éthiques, non, j'ai essayé, j'ai tenté. On peut s'inspirer. Par exemple, le jazz rock, en fait, quand on parle de jazz rock, qui a été créé par Miles Davis et John McLaughlin, on peut lui mettre comme dire, une identité, un vêtement à ce style. Tout simplement par le fait qu'on a amplifié. Mais quand on écoute l'harmonie de base de ces gens, ils sont toujours sur un point de vue de départ, en tout cas sur des cadences de 5, de 5-1, ça qui sont les cadences de jazz de base, hein. Pas forcément de Zanatov, enfin, tout le machin. Mais voilà. Et puis, la liberté qu'un certain Jimi Hendrix a offert aux guitaristes amplifiés, c'est l'expression d'un lâcher-prise pour témoigner de ses émotions. Alors, John McLaughlin avec Miles Davis, alors l'un, Miles Davis, qui adorait le folklore rock'n'roll avec les gros amplis, les couleurs et les femmes qu'elle allait avec et tout ce qu'il voulait, ça lui a plu. Et McLaughlin, guitariste britannique, génial, mais c'est un Britannique, on sait que ils ont un humour, une posture qu'on adore, enfin bon, etc. Bon, ça sert de la guitare aussi amplifiée, il libère le truc. Mais au fin de compte, il est jazzman, McLaughlin. Et Miles est jazzman. À part Tommy Bolin et Billy Cobham qui ont créé Spectrum, et qui là, on peut dire qu'il y avait un jazz rock, parce que Tommy était quand même celui qui a remplacé Ricky Blackmore dans Deep Purple, le guitariste talentueux. C'est rare. Donc, Shakti, par exemple, de John McLaughlin, peut-être que tu connais. On a là, mais c'est quand même McLaughlin qui va vers la musique indienne. Qui travaille avec les tablas, qui apprend enfin, toutes les finesses des tempos. Enfin, il n'y a pas de fusion en réalité. On s'inspire. On va s'inspirer. Idem pour la musique chinoise et la musique japonaise. Donc, je sais, le temps m'a obligé à dire je sais. Ça seulement. C'est qu'on ne peut pas prétendre prendre un petit bout et dire j'ai fait une nouvelle musique. Non, on a juste de l'inspiration. C'est comme dire merci, quoi. Ça vient enrichir notre bagage de temps en temps. Je peux faire une note, je peux me permettre? Vas-y, avec grand plaisir. Hein, on a ici une gamme simple pentatonique. Si on va lui donner son caractère un petit peu plus exotique, on fera un... Je fais les mêmes notes, simplement je vibre tout d'un coup un peu plus près vers cette culture. Et je vibre au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que mon corps va vibrer, je vais... Voilà. Là, je dis oui pour l'héritage. Mais à aucun moment je vais prétendre que je fais une nouvelle musique. Alors, vibration, inspiration, quelle serait une inspiration que tu aimerais peut-être partager? Donc là, on arrive vraiment à la fin de l'interview. Sans petit papier blanc sans petit papier blanc, voilà. Donc, pour les jeunes, qu'ils soient maintenant musiciens, guitaristes ou pas, hein, mais qu'est-ce que tu aimerais partager donc, par rapport à ton cheminement de musique ou de son avec eux? Et si tu as envie, donc pour terminer peut-être cette belle interview, si tu veux nous partager quelques notes, hein, puisque là je t'ai fait beaucoup parler, tu es très bavard, mais tu t'exprimes quand même beaucoup à travers les sons normalement, donc si tu veux donner ton petit message entre guillemets en musique, il est tout à fait le bienvenu. Ah, c'est gentil, j'apprécie d'abord, merci de la confiance que tu m'as accordée pour tous ces mots qui j'espère sont clairs. Oui, je suis prolixe, mais pas avec tout le monde. Alors je suis prolixe parce que j'ai confiance, parce que je me sens bien. Voilà, ça c'est pour te remercier. Et le message que je peux laisser, c'est rester dans l'ouverture, rester le plus ouvert possible, élargir sa pensée, élargir ses émotions, son cadre, ses cadres, bousculer les cadres, voir au-dessus, voir à côté, pas forcément dedans. Humilité peut-être, sans doute. Que, voilà, quand on pratique la musique, si un jour on arrive à comprendre que nous sommes l'instrument de la musique, alors c'est chouette.
Merci beaucoup Randall pour toutes ces belles inspirations qui j'espère vont, et je suis sûr même, vont inspirer beaucoup de personnes et peut-être contribuer à ce qu'on s'harmonise un peu plus les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci. Merci Christophe.